Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité, c'est un thème extrêmement important de la première année de droit. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir déjà tout ce qu'il faut savoir sur le bloc de constitutionnalité en vue d'un examen. Et on va le voir en 3 points. D'abord, on va définir le bloc de constitutionnalité. On va voir ce que c'est, on va voir quelles sont les normes qu'il compose. Ensuite, dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la place du bloc de constitutionnalité dans la hiérarchie des normes. Et d'ailleurs, si vous avez du mal avec cette notion de hiérarchie des normes, je vous invite à voir la vidéo sur la pyramide de Kelsen que j'ai fait et qui s'affichera normalement juste ici. Et enfin, dans un troisième point, on verra le contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, pas en détail puisque le but c'est surtout d'expliquer le bloc de constitutionnalité. Voilà, on va passer au cœur du sujet, c'est parti. Alors la définition d'abord et le contenu du bloc de constitutionnalité. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le bloc de constitutionnalité, ça désigne l'ensemble des normes juridiques à valeur constitutionnelle à partir duquel le Conseil constitutionnel exerce le contrôle de constitutionnalité. Cette définition, apprenez-la par cœur, puisque ça vous permettra de commencer par la définition si vous avez un sujet qui porte sur ce thème. Alors, certains étudiants me demandent à chaque fois pourquoi on utilise le terme de bloc. C'est tout simplement pour signifier que tous les textes constitutionnels vont former un bloc, c'est-à-dire un ensemble indivisible, composé de plusieurs normes constitutionnelles, de plusieurs textes constitutionnels. Ce qu'il faut retenir s'agissant de l'expression bloc de constitutionnalité, c'est que c'est une expression doctrinale, c'est-à-dire qu'elle ne figure pas dans les textes. Expression doctrinale, ça veut dire qu'en fait, c'est attribué à la doctrine. Quand on parle de doctrine, on parle des auteurs. Et là, en l'occurrence, c'est attribué au doyen Louis Favoreux. Donc ça peut toujours être utile de s'en souvenir pour, si vous avez un sujet dessus, ça fait toujours bien dans une copie. Alors concrètement, qu'est-ce qui comprend le bloc de constitutionnalité? On va voir chacun de ces textes en détail. Mais évidemment, d'abord, le premier texte constitutionnel, c'est notre Constitution. Constitution française votée le 4 octobre 1958. Mais il y a également le préambule de la Constitution de 1946 qui elle-même va faire des renvois à plusieurs textes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. On a également la Charte de l'environnement et la jurisprudence du Conseil constitutionnel avec les objectifs à valeur constitutionnelle et les principes à valeur constitutionnelle. Alors voyons chacun de ces textes l'un après l'autre. D'abord, la Constitution française votée le 4 octobre 1958. La Constitution, elle est constituée d'abord d'un préambule et de 89 articles. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette Constitution française ne contient pas beaucoup de droits et de libertés fondamentales. En fait, initialement, le préambule de la Constitution de 1958, il renvoyait simplement, c'était un simple renvoi, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc à une déclaration, vous voyez, qui est remontée à presque 2 siècles auparavant, et au préambule de la Constitution de 1946. Mais ces textes-là n'avaient aucune valeur juridique. Vous voyez le préambule ici, donc ça c'est un extrait du préambule de la Constitution de 1958. Vous voyez que ce préambule renvoie à la déclaration de 1789 et il renvoie également au préambule de la Constitution de 1946 et plus tard, on a ajouté un renvoi à la Charte de l'environnement 2004. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces textes qui initialement n'avaient pas véritablement de valeur juridique, comment ça se fait qu'ils ont acquis une valeur constitutionnelle? C'est dû à d'abord l'arrêt du Conseil d'État dans l'arrêt Société Écaille du 12 février 1960, puis surtout, et c'est ça qu'il faut retenir, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, dite liberté d'association. Alors, un moyen mémotechnique pour se souvenir au moins du nom, liberté d'association, on peut imaginer que tous les textes maintenant sont associés, forment un bloc, et donc association, ça permet un peu de mieux retenir. Donc cette décision, elle a conféré valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution de 1958 et donc à tous les textes auxquels ce préambule fait référence. Donc là, vous voyez ici la déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946.
Et cette décision, elle a été confirmée dans une décision du 16 janvier 1982, loi de nationalisation. Donc la décision vraiment à retenir, c'est celle-ci. Si vous pouvez en plus retenir celle-ci, c'est mieux. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'à partir de cette décision de 1971, on a eu une évolution du bloc de constitutionnalité, ou une consécration plutôt du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'on a une extension des normes à valeur constitutionnelle à partir desquelles le Conseil constitutionnel exerce le contrôle de constitutionnalité. Comprenez bien qu'avant, le Conseil constitutionnel exerçait son contrôle de constitutionnalité à partir des simples textes figurant à partir de la seule Constitution de 1958. Là, on a une grande extension puisque vous avez tous les textes auxquels renvoie le préambule qui vont pouvoir servir de support au Conseil constitutionnel dans son contrôle de constitutionnalité. Alors, le préambule de la Constitution de 1946. Ce préambule, il réaffirme les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration de 1789. Et il consacre aussi les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Donc là encore, vous avez des renvois à des textes constitutionnels qui vont désormais composer le bloc de constitutionnalité. Alors d'abord, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vous vous en doutez, c'est un des textes constitutionnels, maintenant un des plus importants puisqu'il contient de nombreuses dispositions qui intéressent directement les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Alors cette déclaration, on dit DDHC en abrévé, elle proclame l'existence de droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, les hommes ayant vocation à demeurer libres et égaux en droit, c'est l'article 1er. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle consacre les droits de l'homme d'abord en tant que personne, donc par exemple l'égalité et la liberté, mais aussi en tant que citoyen, donc par exemple le droit de concourir personnellement ou par des représentants à l'élaboration de la loi. Ensuite, on a les principes politiques, économiques et sociaux, particulièrement nécessaires à notre temps. Ces principes, ils ne sont pas découverts par le Conseil constitutionnel, contrairement aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et ces principes, ils peuvent être politiques ou économiques et sociaux. Donc, c'est toujours bien de retenir des exemples si vous devez évoquer ces principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Là, vous avez le devoir de travailler, par exemple, et le droit d'obtenir un emploi, l'alinéa 5, le droit de grève, extrêmement important, l'alinéa 6, ou le devoir de l'État d'organiser l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, alinéa 13. Ensuite, on a les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Alors, ils sont évoqués au premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946, mais ces principes-là, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne sont pas définis. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est le Conseil constitutionnel qui a dégagé, au fil de ses décisions, ces principes. Alors, très important, si vous avez un sujet sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, vous devez parler des conditions cumulatives qui permettent au Conseil constitutionnel de consacrer un tel principe. Et vous avez 3 conditions. D'abord, ce principe, il doit être issu d'une loi de la République intervenue avant l'entrée en vigueur du préambule de 1946. Ensuite, il doit bénéficier d'une continuité certaine. Et enfin, 3e condition, il doit énoncer une règle essentielle pour la vie de la nation et être suffisamment général. Là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, les droits de la défense, qui sont un principe extrêmement important, qui ont été consacrés par cette décision, ou la liberté d'enseignement et la liberté de conscience. La Charte de l'environnement de 2004. Alors, c'est un texte un peu particulier puisqu'il a été intégré un peu plus tardivement. C'est une préoccupation beaucoup plus récente, la défense de l'environnement. Donc ça a été intégré au bloc de constitutionnalité lors de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005. Cette charte, le but, c'est de constitutionnaliser les principaux apports du droit de l'environnement. Et on va parler, c'est une expression à retenir, dans une copie, ça fait toujours bien aussi de le mettre, on va parler de droits et de principes de 3e génération. Donc cette charte de l'environnement, elle institue des droits, donc par exemple le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé, mais aussi des devoirs. Par exemple, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Alors sachez, s'agissant de la constitutionnalisation des dispositions relatives à l'environnement,
que c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur et que récemment, Emmanuel Macron envisage même une révision constitutionnelle pour inscrire dans la Constitution de 1958 directement une disposition visant la défense de l'environnement. Alors c'est beaucoup critiqué puisque certains disent que c'est fait pour des raisons opportunistes, pour draguer entre guillemets les écologistes, c'est-à-dire obtenir les voix des écologistes par cette manière sans que ça n'ait aucune effectivité d'inscrire une telle disposition dans la Constitution. Ensuite, la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Alors vous avez d'abord les principes à valeur constitutionnelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En fait, le Conseil constitutionnel va dégager des normes avec un objectif principal qui va être de donner une valeur constitutionnelle à la protection de certains droits fondamentaux. Soit ces principes ils vont émaner des articles de la Constitution ou des textes auxquels se réfère son préambule qu'on vient de voir, soit ils sont des pures créations jurisprudentielles sans référence à un texte écrit, ce qui peut parfois pousser à la critique du gouvernement des juges. Donc là, il y a deux exemples, la liberté d'entreprendre et le droit de grève. Ensuite, on a également les objectifs à valeur constitutionnelle. Alors ces objectifs, c'est plus des orientations qui vont être dégagées par le Conseil constitutionnel et qui vont s'imposer aux législateurs. Le but, ce n'est pas d'énoncer des droits, mais simplement de permettre au Conseil constitutionnel d'être en mesure de limiter certains principes constitutionnels dans le but de rendre certains autres droits constitutionnels effectifs. Prenons un exemple, donc il en existe une douzaine. Un des plus importants que vous devez connaître, c'est l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. C'est un objectif à valeur constitutionnelle qu'en principe vous devez voir dans le programme d'introduction au droit. Alors ça y est, vous connaissez maintenant l'essentiel sur le bloc de constitutionnalité. Vous savez le définir et vous savez quelles normes composent le bloc de constitutionnalité. Mais il y a encore deux choses à voir pour avoir une connaissance parfaite du sujet et être capable d'avoir 20 sur 20 à n'importe quel examen. Alors quelle est la place du bloc de constitutionnalité dans la hiérarchie des normes? Je ne vais pas passer longtemps dessus puisque ça relève davantage de la vidéo sur la pyramide de Kelsen et de la hiérarchie des normes. J'ai fait une vidéo spécialement dessus, donc je vous invite à la voir si vous voulez en savoir plus sur le sujet, mais sachez que le bloc de constitutionnalité est en principe tout en haut de la hiérarchie des normes. Ensuite, quelques éléments sur le contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel, il exerce son contrôle sur deux types de textes. D'abord, les traités internationaux. Il va vérifier que les traités internationaux sont bien conformes au bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire à nos textes constitutionnels. Ce contrôle, il a lieu avant la ratification du traité. On parle, retenez cette expression, de contrôle a priori. La Cour de cassation, elle, s'est estimée incompétente pour vérifier la conformité d'un traité à la Constitution. Donc, seul le Conseil constitutionnel est compétent. Mais également, le Conseil constitutionnel, en deuxième, va vérifier la constitutionnalité des lois par le biais du contrôle de constitutionnalité. Et il va le faire de deux manières. D'abord, il va le faire avant la promulgation de la loi votée dans certains cas. Je vous invite à aller voir l'article 61 de la Constitution. On parle là aussi de contrôle a priori. Mais il va le faire également à l'occasion de l'application de la loi lors d'une instance en cours, devant une juridiction. C'est-à-dire qu'un particulier va pouvoir soulever, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, QPC, va pouvoir soulever l'inconstitutionnalité d'une disposition législative. C'est prévu par l'article 61-1 de la Constitution et on parle ici de contrôle a posteriori par opposition au contrôle a priori. Alors ce contrôle de constitutionnalité, il se distingue bien du contrôle de conventionnalité qui permet d'apprécier la conformité d'un texte à un traité international. Et ce contrôle de conventionnalité, il n'est pas exercé par le Conseil constitutionnel, mais par la Cour de cassation et par le Conseil d'État. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo sur la hiérarchie des normes pour en savoir plus. Alors en synthèse, retenez que le bloc de constitutionnalité comprend tous ces textes. La Constitution de 58, le préambule de la Constitution de 46, la DDHE de 1789, les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, la Charte de l'environnement de 2004,
puis la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les objectifs à valeur constitutionnelle, les principes à valeur constitutionnelle. Deuxième chose à retenir, le bloc de constitutionnalité est situé en haut, tout en haut de la hiérarchie des normes. Troisième chose, le Conseil constitutionnel va justement exercer le contrôle de constitutionnalité à partir des textes qui vont composer le bloc de constitutionnalité. Et il va exercer deux types de contrôle, le contrôle de constitutionnalité des traités et le contrôle de constitutionnalité des lois, dans lequel on trouve le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous connaissez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur le bloc de constitutionnalité. Vous pouvez donc arriver à vos partiels sereinement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite bon courage pour vos examens. Bye.